Trouver le bonheur semble souvent être une quête complexe, semée d'attentes, de frustrations et de doutes. Pourtant, depuis des siècles, la philosophie du stoïcisme propose une approche simple et puissante. Apprendre à cultiver la paix intérieure, peu importe les circonstances extérieures. Dans ce voyage, chaque difficulté devient une occasion de croissance, et chaque émotion, une clé pour mieux se connaître. Aujourd'hui, nous allons explorer ensemble comment transformer ces principes ancestraux en véritables outils de bonheur au quotidien. À travers 10 leçons tirées du stoïcisme, nous allons découvrir comment changer notre rapport à la vie, aux autres et à nous-mêmes. Il ne s'agit pas d'ignorer la réalité, mais de l'accepter pleinement pour en tirer force et sérénité. Chaque leçon vous offrira des réflexions concrètes et des conseils pratiques pour avancer sur le chemin du bonheur authentique. Préparez-vous à voir votre quotidien sous un nouveau jour grâce à la sagesse stoïcienne. Avant de commencer, aime la vidéo et abonne-toi à la chaîne pour ne manquer aucun de nos nouveaux contenus. Leçon 1. Simplicité comme source de paix intérieure. Imagine une vie où tu ne dépends plus des objets pour être heureux. Où une tasse de café chaud te procure autant de joie qu'un voyage coûteux. Le stoïcisme nous rappelle que le vrai bonheur ne se trouve pas dans ce que nous possédons, mais dans la façon dont nous percevons les choses. Tout est une question de regard. Si tu apprends à apprécier ce que tu as déjà, tu deviens libre. Libre de l'envie, libre de l'insatisfaction permanente. Prends l'exemple des achats impulsifs. Combien de fois as-tu acheté quelque chose sous le coup de l'émotion pour finalement le regretter? Ces désirs inutiles créent un cycle sans fin. On accumule, on s'encombre, on stresse. Les stoïciens, eux, pratiquaient la pauvreté volontaire. Pas par masochisme, mais pour se prouver qu'on peut vivre avec peu. En se privant temporairement, ils réalisaient à quel point le superflu est un poids. La simplicité, c'est aussi une forme de résistance. Résister à la pression sociale qui nous pousse à toujours vouloir plus. À croire que le dernier smartphone ou les vêtements de marque nous rendront heureux. Mais regarde autour de toi. Les personnes les plus sereines ne sont pas celles qui possèdent le plus. Ce sont celles qui savent savourer l'essentiel. Un repas partagé, une promenade en nature, une conversation sincère. Pratiquer la simplicité, c'est comme faire le tri dans sa maison. On enlève ce qui encombre pour laisser respirer l'espace. Et c'est la même chose dans l'esprit. Moins tu t'attaches aux biens matériels, plus tu fais de la place pour ce qui compte vraiment, la paix intérieure. Les stoïciens appelaient cela l'ataraxie, un état de tranquillité qui ne dépend pas des circonstances extérieures. Commence petit. Au lieu d'acheter, essaie de réparer. Au lieu de accumuler, donne ce dont tu n'as pas besoin. Entraîne-toi à dire « ceci est suffisant ». Petit à petit, tu sentiras un soulagement. Comme si tu avais déposé un fardeau que tu portais sans même t'en rendre compte. La simplicité n'est pas une punition, c'est une libération. Et si tu crains de manquer, rappelle-toi cette leçon des philosophes antiques. Ce n'est pas la pauvreté qui fait souffrir, mais la peur de la pauvreté. En apprenant à te contenter de peu, tu deviens invincible. Personne ne peut te prendre ce qui ne dépend pas des choses extérieures. Ta joie, ta sérénité, ton équilibre, tout cela t'appartient. Le stoïcisme ne te demande pas de vivre comme un moine, mais de vivre avec lucidité. De distinguer ce qui est utile de ce qui est vain. D'apprécier les plaisirs simples sans en devenir esclave. Quand tu manges, sois pleinement présent. Quand tu marches, remarque la beauté autour de toi. C'est dans ces moments que tu touches à la vraie richesse. Alors, aujourd'hui, fais un petit exercice. Choisis une chose dont tu penses avoir besoin et demande-toi, en ai-je vraiment besoin? Si la réponse est non, laisse-la de côté. Et observe ce qui se passe en toi. Peut-être une légèreté, un sentiment de force. Parce que chaque fois que tu résistes au superflu, tu renforces ton esprit. La simplicité est un chemin, pas une destination. Certains jours seront plus faciles que d'autres. L'important, c'est de continuer à cultiver ce regard détaché sur les possessions. Petit à petit, tu découvriras que moins tu désires, plus tu as. Non pas en termes d'objets, mais en liberté, en paix, en bonheur véritable.
Et c'est là toute la magie du stoïcisme. Il ne change pas le monde autour de toi, il change ta façon de le voir. Les mêmes choses deviennent différentes quand ton esprit est libéré de l'avidité. Alors, respire, souris et rappelle-toi, le nécessaire est toujours à ta portée. Le reste n'est que bruit. Leçon 2. Déconnexion digitale pour une vie plus sereine. Imagine ton esprit comme un lac. Chaque notification, chaque scroll sur les réseaux, c'est comme un caillou jeté à la surface. Les rides se forment, l'eau s'agite, et ta clarté intérieure disparaît. Le stoïcisme nous enseigne que notre attention est précieuse, et que la gaspiller sur des distractions numériques, c'est voler du temps à ce qui compte vraiment. Reprends le contrôle. Épictète, ce philosophe stoïcien qui vivait dans la simplicité, disait une chose essentielle. Ce qui trouble les hommes, ce ne sont pas les choses, mais les jugements qu'ils portent sur elles. Appliqué à notre époque, cela signifie que ce ne sont pas les smartphones qui sont le problème, mais notre façon de les laisser envahir notre vie. On croit souvent qu'on les maîtrise, alors qu'en réalité, ils nous fragmentent. Commence petit. 1 heure par jour sans écran. Pas pour te punir, mais pour te redécouvrir. Pendant cette heure, fais une chose en pleine conscience. Bois ton café en savourant chaque gorgée, marche en sentant le sol sous tes pieds, parle à quelqu'un sans regarder ton télégramme. Ces moments de présence réelle sont des oasis de calme dans le désert du numérique. Les stoïciens parlaient de « disciplina attentioni », la discipline de l'attention. Aujourd'hui, cette discipline serait de résister à la tentation de vérifier son télégramme toutes les 5 minutes. Parce que chaque fois que tu cèdes, tu donnes un peu de ton pouvoir mental à quelque chose d'extérieur. Et sans t'en rendre compte, tu deviens moins capable de te concentrer sur ce qui demande de la profondeur. Quand tu te déconnectes, quelque chose de magique se produit. D'abord, tu ressens peut-être de l'anxiété. C'est normal. Ton cerveau a été conditionné à recevoir des doses constantes de dopamine. Mais ensuite, vient un espace nouveau. Un espace où tu peux penser par toi-même, sans être influencé par le flux incessant d'informations. C'est dans ces moments que les meilleures idées naissent souvent. Essaie cet exercice. Le matin, avant de toucher ton télégramme, prends 10 minutes pour toi. Respire, étire-toi, écris 3 choses pour lesquelles tu es reconnaissant. Ce simple rituel crée une bulle de sérénité avant que le monde numérique ne vienne frapper à ta porte. Petit à petit, tu verras que tu deviens moins réactif aux sollicitations extérieures. Le stoïcisme ne te dit pas de rejeter la technologie, mais de l'utiliser avec sagesse. Comme un outil, pas comme un maître. Pose-toi cette question. Est-ce que cette appli appareil me sert vraiment, ou est-ce moi qui la sers? La réponse pourrait te surprendre. Beaucoup de nos habitudes numériques sont juste ça, des habitudes, pas des nécessités. Certains jours, tu trébucheras. Tu passeras peut-être trop de temps sur ton écran sans t'en rendre compte. Ce n'est pas grave. L'important, c'est de recommencer. Chaque fois que tu choisis consciemment de poser ton télégramme, tu renforces ton muscle attentionnel. Et comme tout muscle, plus tu l'entraînes, plus il devient fort. Au fil du temps, tu découvriras que moins tu es esclave du numérique, plus tu deviens présent à ta propre vie. Les conversations ont plus de saveur, le travail est plus satisfaisant, même les moments de solitude deviennent riches. Parce que ton esprit n'est plus constamment happé ailleurs. Il peut enfin se poser, comme un oiseau qui trouve une branche après avoir volé longtemps. La sérénité que tu cherches ne se trouve pas dans une nouvelle appli de méditation, mais dans ces espaces que tu crées entre les connexions. Le stoïcisme nous rappelle cette vérité simple. Nous sommes ce à quoi nous donnons notre attention. Alors, choisis avec soin. Parce que chaque minute passée à scroller est une minute que tu ne passes pas à vivre vraiment. Leçon 3. Maîtrise des désirs pour éviter l'insatisfaction chronique. Tu as déjà remarqué à quel point on est bombardé de messages nous disant qu'il nous manque quelque chose? Une nouvelle voiture, un téléphone plus performant, des vêtements à la mode. La publicité et les réseaux sociaux entretiennent cette idée que le bonheur se trouve dans la prochaine acquisition. Mais le stoïcisme nous propose une voie différente. Au lieu de courir après tout ce qu'on nous présente comme indispensable,
On peut apprendre à faire la distinction entre ce dont on a vraiment besoin et ce qu'on désire simplement par imitation ou pression sociale. Imagine un instant que tu sois capable de résister à cette machine à créer des envies. Que se passerait-il? Tu te rendrais compte que beaucoup de tes désirs ne viennent même pas de toi, mais d'influences extérieures. Les stoïciens disaient que la vraie liberté commence quand on arrête de laisser les autres décider à notre place ce qui est important. En clair, si tu ne contrôles pas tes désirs, ce sont eux qui te contrôleront, et tu resteras toujours insatisfait, peu importe ce que tu possèdes. La modération est une clé puissante pour sortir de ce piège. Ce n'est pas une punition ou une privation, mais un choix conscient. Au lieu de chercher à accumuler, on apprend à apprécier ce qu'on a déjà. Par exemple, au lieu de vouloir le dernier gadget à tout prix, on peut se demander « Est-ce que cela va vraiment améliorer ma vie ou est-ce juste une envie passagère ?» Cette simple question brise le cycle de l'insatisfaction permanente. Le bonheur ne se trouve pas dans l'abondance matérielle, mais dans la capacité à se contenter de ce qui est suffisant. Les stoïciens croyaient que plus on réduit ses attentes, plus on devient riche intérieurement. C'est un peu comme si tu avais un jardin. Au lieu de toujours vouloir plus de fleurs, tu prends le temps de t'émerveiller de celles qui poussent déjà. La satisfaction ne dépend pas de ce que tu n'as pas, mais de la façon dont tu vois ce que tu as. Bien sûr, ce n'est pas facile de résister à la tentation dans un monde qui pousse à la consommation. Mais chaque fois que tu ressens cette frustration de ne pas avoir quelque chose, rappelle-toi que c'est souvent une illusion. Ce n'est pas l'objet lui-même que tu veux, mais l'idée qu'il te rendra heureux. Et cette idée, justement, est presque toujours fausse. Le vrai contentement vient de l'intérieur, pas des choses extérieures. Une technique stoïcienne simple pour entraîner cette maîtrise est de se priver volontairement de petites choses de temps en temps. Par exemple, passer une journée sans réseaux sociaux ou ne pas acheter quelque chose dont tu n'as pas vraiment besoin. Cela renforce ta capacité à dire non à tes désirs et te montre que tu peux très bien vivre sans. Petit à petit, tu deviens moins dépendant de ce que la société te dit d'avoir. Quand on arrête de courir après tout ce qu'on nous vend comme indispensable, on découvre une chose étonnante. On a déjà beaucoup plus qu'on ne le pense. La gratitude est l'antidote naturel à l'insatisfaction. Au lieu de te focaliser sur ce qui te manque, essaie de lister chaque jour 3 choses que tu as et qui te rendent la vie plus agréable. Tu verras, cette pratique change complètement ton état d'esprit. Les désirs illimités sont comme une soif qui ne s'étanche jamais. Plus tu bois, plus tu as soif. Le stoïcisme nous enseigne qu'il vaut mieux apaiser cette soif en comprenant son origine plutôt qu'en essayant de la satisfaire sans fin. Quand tu identifies ce qui est vraiment important pour toi, tu dépenses moins d'énergie à poursuivre des chimères et tu te concentres sur ce qui apporte une vraie paix intérieure. En fin de compte, maîtriser ses désirs, c'est se donner le pouvoir de vivre mieux avec moins. Ce n'est pas une vie triste ou austère, mais une vie où tu choisis en pleine conscience ce qui mérite ton attention et ton énergie. Et ça, c'est une liberté que personne ne peut t'enlever. Alors, la prochaine fois qu'une envie irrésistible te traverse l'esprit, demande-toi, est-ce que c'est moi qui décide ou est-ce qu'on me manipule? La réponse pourrait bien te surprendre. Leçon 4. Gratitude comme discipline mentale. Et si je te disais qu'il existe un outil tout simple, à la portée de tous, capable de transformer ta vision du monde? Quelque chose qui ne coûte rien, ne prend que quelques minutes par jour, et pourtant change tout, la gratitude. Pas celle des grands discours, mais la vraie, celle qui se cultive au quotidien. Les stoïciens le savaient. Noter chaque jour 3 choses pour lesquelles on est reconnaissant n'est pas une pratique mièvre, mais une discipline mentale puissante. Imagine, même dans une journée difficile, il y a toujours des petites lueurs. Un rayon de soleil, un café qui réchauffe, un mot gentil reçu par hasard. Le problème, c'est qu'on les oublie trop vite, noyés sous les soucis. La gratitude, c'est comme un muscle. Plus on l'entraîne, plus elle devient naturelle. Et petit à petit, elle recalibre notre regard. Au lieu de voir d'abord ce qui manque, on commence à voir ce qui est déjà là. Pourquoi 3 choses? Parce que c'est assez pour être significatif, mais pas trop pour devenir une corvée. Ça peut être tout bête. Un repas partagé, un fou rire, le fait d'avoir un toit. L'important,
c'est de vraiment ressentir la reconnaissance, pas juste faire une liste machinale. Les stoïciens comme Marc Aurèle tenaient des journaux dans ce sens, non pas pour se voiler la face devant les difficultés, mais pour garder l'équilibre. Quand la vie nous frappe durement, cette pratique prend une autre dimension. Elle ne nie pas la douleur, mais elle empêche qu'elle occupe tout l'espace mental. J'ai perdu mon travail, mais je suis en bonne santé. Cette rupture me fait mal, mais j'ai des amis sur qui compter. Ce n'est pas du déni, c'est de la perspective. Et c'est souvent ce petit recul qui donne la force de tenir bon. Le plus beau, la gratitude est contagieuse. Quand tu exprimes ta reconnaissance pour les autres, même pour des gestes simples, tu crées un cercle vertueux. Les gens se sentent valorisés, les relations s'approfondissent. Et paradoxalement, plus tu reconnais ce que les autres t'apportent, moins tu ressens le besoin d'accumuler des biens matériels pour être heureux. Le stoïcisme nous rappelle que les vraies richesses sont souvent immatérielles. Bien sûr, certains jours, trouver 3 choses semble impossible. C'est justement là que l'exercice est le plus précieux. Même dans l'épreuve, il y a toujours quelque chose. Pouvoir respirer, avoir accès à de l'eau potable, une mémoire qui fonctionne. Ces évidences sont en réalité des privilèges que des millions de gens n'ont pas. Les noter nous rappellent à quel point nous avons de la chance sur bien des points. La gratitude n'est pas une émotion passive, c'est un choix actif. On ne tombe pas dessus par hasard, on la cultive. Et comme toute discipline, au début, ça demande un effort. Mais avec le temps, ça devient une seconde nature. Le cerveau se reconfigure littéralement. Des études en neurosciences montrent que cette pratique diminue l'anxiété et augmente la résilience. Les anciens l'avaient deviné sans scanner. Attention cependant, il ne s'agit pas de verser dans la positivité toxique. Sois reconnaissant n'est pas une réponse valable à une souffrance légitime. La gratitude stoïcienne est lucide. Elle reconnaît les ombres, mais refuse de leur laisser toute la place. C'est un outil pour garder pied, pas un moyen d'étouffer les émotions difficiles. Alors, comment commencer ? Prends 2 minutes ce soir, avant de dormir. Pas besoin de grands discours, 3 phrases suffisent. Aujourd'hui, je suis reconnaissant pour. Laisse venir ce qui vient, sans juger si c'est assez important. Dans une semaine, tu verras déjà une différence subtile dans ta façon de voir les choses. Et dans 1 an, ce pourrait être la pratique qui aura le plus changé ta vie. Le bonheur ne consiste pas à avoir ce qu'on veut, mais à vouloir ce qu'on a. Cette phrase résume tout. La gratitude n'ajoute rien à notre existence, mais elle révèle la valeur de ce qui était déjà là. Et ça, personne ne peut nous le prendre. Alors, prêt à essayer ? Ce soir, ton carnet ou ton téléphone t'attend. 3 petites choses. La première révolution intérieure est à ce prix. Leçon 5. Pouvoir du rire face à l'adversité. Penses-tu que les philosophes stoïciens étaient des êtres austères, toujours sérieux, incapables de rire ? Détrompe-toi. Même Sénèque, qui parlait pourtant de vertu et de sagesse, écrivait « Le rire est le propre de l'homme ». Le stoïcisme ne nous demande pas d'être des statues impassibles, mais de choisir nos réactions avec intelligence. Et parfois, la réaction la plus puissante face au coup du sort, c'est simplement d'en rire. Imagine une situation frustrante. Tu es coincé dans les embouteillages, en retard à un rendez-vous important. Tu peux t'énerver, maudire le monde, ou bien sourire de l'absurdité de la situation. Ce petit décalage change tout. Le rire ne résout pas le problème, mais il désarme son pouvoir sur toi. C'est une façon de dire « Tu ne m'auras pas à la vie qui essaie de te mettre à terre ». L'humour est une arme secrète contre le stress et l'anxiété. Quand tu ris, ton corps relâche des endorphines, ces hormones du bien-être qui apaisent les tensions. Mais plus encore, le rire crée une distance salutaire avec tes problèmes. Ce qui semblait insurmontable devient soudain plus léger. Les stoïciens parlaient de « prendre de la hauteur ». Et quoi de mieux qu'un bon fou rire pour y parvenir ? Dans les relations humaines, l'humour agit comme un lubrifiant social. Une remarque sarcastique peut blesser, mais un rire partagé désamorce les conflits.
Imagine deux amis qui se disputent. Un trait d'esprit bien placé peut faire tomber la pression en quelques secondes. Le stoïcisme nous enseigne à maîtriser nos émotions, pas à les nier. Et le rire est justement une émotion qui nous aide à traverser les tempêtes sans sombrer. Bien sûr, il ne s'agit pas de tout tourner en dérision. Certaines situations demandent du sérieux. Mais même dans l'épreuve, une pointe d'autodérision peut être salvatrice. Se moquer gentiment de ses propres travers, c'est reconnaître qu'on n'est pas parfait, et c'est très stoïcien, comme attitude. Après tout, Épictète lui-même disait « Si tu veux t'améliorer, supporte qu'on te trouve ridicule ». Comment cultiver ce rire libérateur au quotidien? Commence par t'entourer de personnes qui savent rire de la vie. Regarde des comédies, lis des histoires drôles, apprends à raconter tes propres déboires avec humour. Petit à petit, tu développeras cette capacité à voir le côté absurde ou cocasse des situations, même difficiles. Le rire est aussi une forme de résilience. Dans les camps de concentration, Viktor Frankl observait que ceux qui parvenaient à garder une once d'humour tenaient mieux psychologiquement. Ce n'est pas un hasard. Quand on peut encore rire, on garde espoir. Le stoïcisme ne prône pas l'indifférence, mais la force tranquille. Et le rire en est une expression magnifique. Attention cependant, l'humour stoïcien n'est pas une fuite ni un déni. Il ne s'agit pas de rigoler pour éviter d'affronter ses problèmes, mais de choisir délibérément une attitude qui préserve ta paix intérieure. C'est la différence entre rire de tout et rire malgré tout. Le premier est une forme de cynisme, le second, une marque de courage. Alors la prochaine fois que la vie te joue un mauvais tour, essaie ce petit exercice. Cherche ne serait-ce qu'une once de ridicule dans la situation. Ce retard causé par un incident stupide. Cette erreur tellement grosse qu'elle en devient comique. Trouve ce détail qui peut faire sourire. Ce ne sera pas une solution magique, mais ce sera déjà une victoire. Celle de garder ta liberté d'esprit, quoi qu'il arrive. Comme le disait Sénèque, la vie est comme une pièce de théâtre. Ce n'est pas sa longueur qui compte, mais la qualité du jeu. Alors joue-la avec légèreté quand tu peux, avec courage quand tu dois, mais jamais sans cette capacité à en rire. Parce qu'au fond, le vrai pouvoir, c'est de choisir comment réagir. Et le rire est peut-être la réaction la plus subversive qui soit. Leçon 6. Vivre l'instant présent pour reconquérir son attention. Combien de fois as-tu mangé sans goûter, marché sans voir, écouté sans vraiment entendre? Nous passons notre temps coincés entre le passé qui n'existe plus et le futur qui n'existe pas encore, oubliant la seule chose réelle, l'instant présent. Le stoïcisme nous rappelle que c'est ici et maintenant que la vie se joue. Pas dans nos regrets ou nos angoisses, mais dans ce café qui parfume l'air, cette main qui serre la tienne, cette respiration qui va et vient. Marc Aurèle écrivait dans ses pensées « Concentre-toi sur ce que tu es en train de faire ». Une phrase si simple, mais si puissante. Quand tu laves la vaisselle, lave la vaisselle. Quand tu marches, marche. Pas besoin de méditation compliquée. Juste cette présence totale à ce que tu fais. Tu découvriras alors un secret. Les activités les plus banales deviennent extraordinaires quand on y met toute son attention. Notre esprit est comme un singe sautant de branche en branche, toujours distrait. Le stoïcisme propose un filet pour l'attraper, la discipline de l'attention. Essaie maintenant. Pendant 30 secondes, concentre-toi uniquement sur les sensations dans tes mains. Chaud, froid, picotement, voilà, tu viens de faire l'expérience de la présence. C'est ça, la vraie richesse, quelque chose que personne ne peut te voler. Les interruptions constantes nous ont rendus étrangers à nous-mêmes. Le téléphone vibre, une pensée surgit, une notification clignote, et hop, nous voilà partis ailleurs. Mais il existe un antidote, la pratique délibérée de l'unité d'action. Choisis une tâche simple aujourd'hui. Plier du linge, ranger ton bureau, te brosser les dents, et fais-la avec une attention totale. Comme si c'était la chose la plus importante au monde. Parce qu'en ce moment, ça l'est. Quand tu te surprends à divaguer, ne te juge pas. Utilise simplement cette astuce stoïcienne. Imagine que c'est la dernière fois que tu fais cette action. La dernière fois que tu vois ce paysage, que tu parles à cette personne, que tu respires cet air. Soudain,
tout prend une intensité magique. Ce n'est pas morbide. C'est au contraire une façon de réveiller ton émerveillement devant l'ordinaire. Le présent est comme un muscle. Plus tu l'entraînes, plus il devient fort. Commence par des micro-moments de présence. 3 respirations conscientes avant d'ouvrir un email, une pause pour sentir le soleil sur ta peau avant de répondre au téléphone. Ces petits ancrages t'aident à revenir à toi-même, encore et encore. Comme un surfeur qui retrouve son équilibre après chaque vague. Les stoïciens parlaient des amor fati, l'amour de ce qui arrive. Mais comment aimer notre destin si nous ne sommes même pas là pour le vivre? Quand tu es vraiment présent, tu deviens capable d'accueillir ce qui est, sans fuite ni lutte. Les problèmes ne disparaissent pas, mais tu les affrontes avec une clarté nouvelle. Parce que tu n'es plus perdu dans les nuages de ton mental. Certains croient que vivre dans le présent signifie ne plus penser. C'est tout le contraire. C'est penser avec une pleine conscience. Quand ton esprit est ancré dans l'ici et maintenant, tes décisions sont plus justes, tes relations plus vraies, ton travail plus abouti. Tu deviens comme un arbre bien enraciné. Les tempêtes peuvent passer, tu restes stable. Aujourd'hui, fais ce petit exercice. Choisis un objet quotidien. Une clé, un crayon, une tasse, et observe-le comme si tu le voyais pour la première fois. Ses reflets, ses imperfections, son poids dans ta main. Ce simple acte peut te révéler quelque chose d'extraordinaire. Le monde est bien plus riche quand on daigne vraiment le regarder. Le stoïcisme ne nous demande pas de fuir le monde, mais de l'habiter pleinement. Chaque instant est une opportunité de pratiquer cette présence. Pas besoin d'attendre des circonstances parfaites. La magie est déjà là, dans ce souffle que tu prends en lisant ces mots. Alors, respire encore une fois, profondément, et souviens-toi, il n'y a que maintenant. Tout le reste n'est qu'illusion. Pense à ces moments où tu es complètement absorbé par une activité, peut-être en dessinant, en cuisinant ou en jouant de la musique. Le temps semble disparaître, et avec lui, toutes tes inquiétudes. C'est ce qu'on appelle le flux, et les stoïciens l'auraient adoré. Cet état où tu ne fais qu'un avec ce que tu fais est la preuve que ton bonheur ne dépend pas des circonstances extérieures, mais de ta capacité à t'immerger totalement dans l'action présente. Plus tu cultives ces moments, plus tu entraînes ton esprit à rester ancré. La nature est une excellente professeure de présence. Observe un chat guettant un oiseau ou un enfant jouant dans le sable. Ils sont tout entiers dans ce qu'ils font. Nous, adultes, avons désappris cette simplicité. Nous écoutons un ami tout en pensant à notre réponse, nous admirons un coucher de soleil tout en le photographiant pour plus tard. Le stoïcisme nous invite à redevenir comme ces enfants ou ces animaux, non par naïveté, mais par sagesse. Car c'est seulement quand nous arrêtons de vouloir tout capturer que nous commençons vraiment à vivre. Ton corps est toujours dans le présent, même quand ton esprit vagabonde. Utilise-le comme encre. En ce moment même, remarque la sensation de tes pieds sur le sol, le poids de tes vêtements sur ta peau, le goût dans ta bouche. Ces sensations simples sont des portes vers l'ici et maintenant. Les stoïciens pratiquaient souvent cette attention corporelle, sachant que le physique ramène toujours au présent. Essaie, lors de ton prochain repas, de poser ta fourchette entre chaque bouchée, juste pour te rappeler que manger n'est pas une course, mais un acte sacré. La technologie moderne a créé un phénomène étrange. Nous sommes constamment connectés, mais rarement vraiment présents. Nous scrollons machinalement, liquons sans voir, répondons sans écouter. Pour contrer cela, les stoïciens modernes pourraient suggérer des jeûnes digitaux. Pas besoin de jours entiers. Commence par des pauses conscientes. Pas de téléphone aux toilettes, pas de musique en marchant, pas de vidéo en mangeant. Ces petits espaces de simplicité sensorielle deviennent des sanctuaires de présence. L'ennui est devenu notre ennemi, alors qu'il pourrait être notre allié. Dans les files d'attente ou les transports, nous sortons immédiatement notre smartphone pour fuir cet inconfort. Et si, à la place, nous profitions de ces moments pour simplement être, pour observer les gens autour de nous, pour sentir notre respiration, pour laisser nos pensées défiler sans nous y accrocher? Les stoïciens voyaient dans ces interstices du quotidien des opportunités parfaites pour s'exercer à la présence. Ces moments inutiles sont en réalité les plus précieux.
Les émotions difficiles, anxiété, colère, tristesse, naissent souvent quand nous quittons le présent. Nous ruminons le passé ou redoutons l'avenir. La pratique stoïcienne propose alors un remède surprenant, plonger plus profondément dans l'instant. Quand une émotion forte surgit, au lieu de t'y noyer, concentre-toi sur des détails concrets autour de toi. La texture du mur, les sons lointains, les couleurs dans la pièce. Ce recentrage sensoriel brise le cycle des pensées négatives et te ramène à ce qui est réel, ici et maintenant. Le multitâche est un mensonge moderne. Nous croyons être productifs en faisant plusieurs choses à la fois, mais en réalité, nous ne faisons rien bien. Les stoïciens pratiquaient au contraire l'unité d'action. Aujourd'hui, essaie ceci. Quand tu parles à quelqu'un, regarde-le vraiment. Quand tu travailles sur un document, ferme tous les autres onglets. Tu découvriras qu'en réalité, faire une chose à la fois n'est pas lent. C'est au contraire le chemin le plus rapide vers l'excellence et la satisfaction. Le matin au réveil et le soir avant de dormir sont des moments clés pour ancrer ta présence. Au lieu de saisir immédiatement ton téléphone le matin, prends 3 minutes pour étirer ton corps et observer la lumière du jour qui entre. Le soir, plutôt que de scroller jusqu'à t'endormir, passe 5 minutes à revoir mentalement ta journée, non pour la juger, mais pour en savourer 3 petits moments. Ces rituels stoïciens créent des parenthèses sacrées où tu reprends possession de ton attention. La présence est contagieuse. Quand tu es vraiment là, les autres le sentent et réagissent différemment. Tes conversations gagnent en profondeur, tes relations en authenticité. Remarque comment les gens se détendent quand ils sentent qu'ils ont toute ton attention. Sans téléphone entre vous, sans regard fuyant. En cultivant ta présence, tu deviens un cadeau pour ton entourage, créant des cercles vertueux d'attention partagée. Les stoïciens savaient que la qualité de nos relations dépend largement de cette capacité à être pleinement avec l'autre. Finalement, la présence est un choix qui se renouvelle à chaque instant. Certains jours, tu seras distrait, c'est inévitable. L'important est de toujours revenir, encore et encore, comme on revient à sa respiration en méditation. Chaque moment est une nouvelle chance de pratiquer. Rappelle-toi cette parole de Sénèque. La vie est longue si tu sais en user. Et user de la vie, c'est précisément être présent à chacun de ces instants, pas seulement physiquement, mais de tout ton être. C'est là que réside la véritable liberté stoïcienne. Leçon 7. Relations vertueuses comme terrain d'exercice de la sagesse. Nos relations avec les autres sont comme un miroir qui reflète notre niveau de sagesse. Chaque conversation, chaque rencontre, même brève, est une occasion de pratiquer ce que les stoïciens appellent la vertu. Cela ne signifie pas être parfait, mais plutôt faire de son mieux pour être présent, bienveillant et juste dans nos interactions. Imagine que chaque personne que tu croises est là pour t'enseigner quelque chose, même ceux qui te mettent au défi. L'écoute active est la première clé d'une relation vertueuse. Combien de fois attendons-nous simplement notre tour pour parler, au lieu de vraiment entendre ce que l'autre exprime? Les stoïciens nous invitent à écouter avec toute notre attention, comme si cette conversation était la plus importante du monde. Cela demande de mettre de côté nos préjugés et notre ego. Quand on écoute vraiment, on découvre souvent que les malentendus se dissipent et les liens se renforcent. L'empathie vient naturellement quand on arrête de se concentrer uniquement sur son propre point de vue. Essaie de te mettre à la place de l'autre, ne serait-ce qu'un instant. Pourquoi agit-il ainsi? Quelles pourraient être ses motivations? Cela ne veut pas dire tout excuser, mais comprendre que chacun agit selon sa propre vision du monde. Marc Aurèle disait qu'on doit aimer les humains tout en reconnaissant leurs imperfections, y compris les nôtres. La clémence est une vertu trop souvent oubliée. Quand quelqu'un nous offense ou nous déçoit, notre premier réflexe est souvent la colère ou la rancune. Mais les stoïciens proposent une autre voie, celle du pardon raisonné. Non pas parce que l'autre le mérite, mais parce que porter des griefs nous empoisonne nous-mêmes. Pardonner, c'est se libérer. Cela ne signifie pas tolérer l'inacceptable, mais refuser de laisser nos émotions être contrôlées par les actions des autres. La présence est un cadeau précieux dans un monde de distraction. Quand tu es avec quelqu'un, sois vraiment avec cette personne. Pas avec ton téléphone,
tes soucis ou ta liste de choses à faire. Cette qualité d'attention est devenue si rare qu'elle est immédiatement remarquée et appréciée. Les stoïciens pratiquaient la pleine conscience bien avant que ce terme ne devienne à la mode. Pour eux, être pleinement présent était une forme de respect et de sagesse pratique. Les relations difficiles sont justement les meilleurs terrains d'entraînement. Ce collègue irritable, ce parent critique, cet ami parfois blessant, il nous offre l'occasion de pratiquer la patience, la maîtrise de soi et la compassion. Au lieu de les éviter ou de réagir avec irritation, vois ces interactions comme des exercices spirituels. Comme un athlète a besoin de résistance pour se renforcer, notre caractère a besoin de ces défis relationnels pour grandir. La franchise bienveillante est un art stoïcien. Cela signifie dire la vérité avec tact, sans cruauté, mais sans compromission non plus. Combien de relations se dégradent parce qu'on accumule les non-dits ou, à l'inverse, parce qu'on parle sans ménagement? Trouver ce juste milieu demande de l'attention et du courage. Avant de parler, demande-toi, est-ce vrai? Est-ce nécessaire? Est-ce bienveillant? Les stoïciens distinguaient ce qui dépend de nous dans les relations et ce qui n'en dépend pas. Tu peux contrôler ta façon d'être avec les autres, mais pas leur réaction. Cette distinction libère d'une grande pression. Tu fais de ton mieux, en restant fidèle à tes principes, sans t'épuiser à vouloir plaire à tout prix ou à changer les autres. La qualité de tes actions compte plus que les résultats immédiats. Les relations sont comme un jardin. Elles demandent un entretien régulier mais sans excès. Trop d'attention étouffe, trop de négligence laisse mourir. Arrose-les avec de la gentillesse, enlève les mauvaises herbes des rancunes, laisse la lumière de l'honnêteté y pénétrer. Parfois, il faut savoir tailler certaines branches pour préserver l'ensemble. Ce travail patient et constant est au cœur de la pratique stoïcienne au quotidien. En fin de compte, cultiver des relations vertueuses revient à cultiver sa propre humanité. Chaque personne que nous rencontrons nous révèle à nous-mêmes nos forces, nos faiblesses, nos zones d'ombre et de lumière. Le stoïcisme ne nous propose pas de devenir insensibles, mais au contraire de nous engager pleinement dans le tissu humain, tout en gardant notre équilibre intérieur. C'est peut-être là sa plus belle leçon, que la sagesse ne s'acquiert pas dans l'isolement, mais dans l'art délicat de vivre ensemble. Le stoïcisme nous enseigne que chaque relation est une école où nous pouvons pratiquer la justice sociale à petite échelle. Quand nous traitons un serveur avec le même respect qu'un directeur, quand nous écoutons un enfant avec la même attention qu'un expert, nous incarnons cette égalité fondamentale chère aux stoïciens. Ces micro-gestes quotidiens construisent une société plus vertueuse pierre par pierre. Ils nous rappellent que la philosophie n'est pas qu'une affaire de grands discours, mais se vit dans la façon dont nous croisons le regard de ceux que beaucoup ignorent. La vraie noblesse consiste à voir l'humanité derrière chaque statut social. Les conflits relationnels, selon le stoïcisme, sont souvent des malentendus sur ce qui a de la valeur. Nous nous énervons quand quelqu'un abîme notre voiture, mais rarement quand il blesse notre amour-propre, alors que les dégâts sont inversement proportionnels. Épictète conseillait de distinguer entre ce qui est, à nous, nos jugements, nos valeurs, et ce qui ne l'est pas, les opinions d'autrui. Appliqué aux relations, cela signifie protéger son jardin intérieur sans vouloir contrôler celui du voisin. Une dispute devient alors l'occasion de vérifier où nous avons mal placé nos attachements. La gratitude relationnelle est un exercice stoïcien trop peu pratiqué. Prendre l'habitude de remercier explicitement pour les petites choses, un coup de fil, un conseil, une attention discrète, transforme radicalement le climat des échanges. Cela ne coûte rien mais enrichit tout. Marc Aurèle consacrait des pages entières de son journal à remercier ceux qui l'avaient influencé, des professeurs à ses rivaux politiques. Cette pratique dissout l'ego et crée des cercles vertueux où chacun se sent vu et valorisé dans ce qu'il apporte plutôt que dans ce qu'il possède. Les stoïciens parlaient de cosmopolitisme, l'idée que nous sommes tous citoyens du même monde. Appliqué aux relations, cela signifie chercher ce qui unit plutôt que ce qui divise. Face à quelqu'un de très différent, au lieu de souligner les désaccords, on peut s'interroger. Quelles valeurs pourrions-nous partager malgré tout? La peur de l'inconnu? L'amour pour nos enfants? Le besoin de sécurité? Ce terrain commun devient alors une base pour dialoguer plutôt qu'affronter.
C'est une forme d'intelligence relationnelle que notre époque polarisée aurait grand besoin de redécouvrir. L'art stoïcien de la conversation mériterait à lui seul un traité. Il combine 3 éléments: savoir parler avec mesure, savoir se taire au bon moment et savoir écouter activement. Sénèque comparait la parole à une monnaie qu'il faut dépenser avec sagesse. Dans nos vies saturées de communication superficielle, redonner du poids à nos mots est révolutionnaire. Une question bien posée, un silence attentif, une reformulation précise. Ces techniques anciennes créent des échanges d'une qualité rare où chacun se sent véritablement entendu plutôt que simplement toléré. Les relations toxiques posent un défi particulier à l'approche stoïcienne. La philosophie ne recommande ni la passivité face aux abus, ni la vengeance stérile. La solution réside dans ce que les anciens appelaient la résistance passive. Fixer des limites claires sans se laisser entraîner dans la spirale du conflit. Comme l'eau qui contourne le rocher sans cesser de couler, on peut refuser certains comportements tout en maintenant sa propre intégrité. Cette distance protectrice permet de ne plus être une victime tout en évitant de devenir à son tour un bourreau, piège courant dans les relations dysfonctionnelles. Le stoïcisme propose une approche originale des réseaux sociaux modernes. Au lieu de chercher à accumuler des amis virtuels ou des likes, on pourrait utiliser ces outils pour exercer les vertus relationnelles. Partager des idées utiles plutôt que des ragots, exprimer de la gratitude publique, pratiquer le désaccord courtois. Chaque interaction en ligne devient alors un entraînement à la maîtrise de soi. Ne pas réagir à la provocation, résister à la comparaison sociale, cultiver un discours constructif. Ainsi transformés en gymnase philosophique, les réseaux sociaux cessent d'être des sources de distraction pour devenir des espaces d'élévation mutuelle. Les relations familiales offrent un terrain privilégié pour pratiquer le stoïcisme au quotidien. Nos proches savent mieux que quiconque presser nos boutons émotionnels. Au lieu de réagir mécaniquement, on peut choisir de voir chaque tension comme une invitation à progresser. Un parent critique, occasion de travailler sur notre besoin d'approbation. Un enfant capricieux, exercice pour développer notre patience. Un conjoint de mauvaise humeur, test pour notre capacité à ne pas prendre les choses personnellement. Ainsi repensée, la vie de famille devient un monastère laïque où s'exerce quotidiennement la sagesse pratique. L'amitié, selon les stoïciens, n'est pas un simple lien affectif, mais une alliance spirituelle. On ne choisit pas ses amis pour leur statut ou leur utilité, mais pour leur caractère et leur capacité à nous tirer vers le haut. Une vraie amitié stoïcienne se reconnaît à ceci. Après chaque rencontre, on se sent plus lucide, plus courageux, plus humain. Ces relations rares agissent comme des miroirs bienveillants qui nous montrent nos angles morts sans nous juger. Cultiver ce type d'amitié demande du temps et de la sélectivité, mais c'est sans doute l'un des investissements les plus rentables qui soit pour une vie bonne. Enfin, le stoïcisme nous rappelle que la relation la plus importante est celle que nous entretenons avec nous-mêmes. Comment parler de vertu relationnelle si nous sommes en guerre intérieure? Les anciens recommandaient un dialogue intérieur bienveillant mais ferme, comme un bon père avec son enfant. Se questionner sans se flageller, se corriger sans se mépriser, s'encourager sans se flatter. Cette qualité de présence à soi devient le fondement à partir duquel toutes les autres relations peuvent s'épanouir. Car comme le disait Épictète, tu ne peux pas changer le monde autour de toi si tu n'as d'abord fait la paix dans ton propre cœur. Leçon 8. Se concentrer sur le positif malgré les défis. Imagine ton esprit comme un jardin. Les pensées négatives sont comme des mauvaises herbes. Si tu les laisses pousser, elles étouffent tout. Le stoïcisme ne te demande pas de nier les difficultés, mais de cultiver délibérément les fleurs malgré les mauvaises herbes. C'est un entraînement quotidien. Remarquer ce qui va bien, même petit, même dans la tempête. Quand tout semble s'écrouler, notre regard a tendance à se focaliser sur ce qui manque. Mais observe bien, il y a toujours quelque chose qui tient encore. Une santé relative, un toit, une personne qui tient à toi. Épictète, né esclave, disait « Ce qui trouble les hommes, ce ne sont pas les choses, mais leur jugement sur ces choses. » Changer de focus, c'est changer d'expérience, sans que la réalité extérieure ait bougé d'un pouce. Pratique ce petit exercice stoïcien.
Chaque soir, note 3 choses qui se sont bien passées dans ta journée. Pas nécessairement des grandes victoires. Peut-être simplement un rayon de soleil sur ton visage, une tâche accomplie, un moment de calme. Avec le temps, tu reprogrammeras ton esprit pour qu'il cherche automatiquement la lumière plutôt que l'ombre. C'est de la résilience en action. Les obstacles deviennent différents quand on les regarde comme des occasions de progresser. Un stoïcien dirait « Ce problème m'arrive, qu'est-ce qu'il peut m'apprendre ?» Ce simple changement de perspective transforme l'adversité en professeur. La pierre qui bloque ton chemin peut devenir une marche pour t'élever, si tu choisis de la voir ainsi. Attention, cela ne signifie pas faire semblant que tout va bien. La positivité stoïcienne n'est pas du déni, mais du réalisme équilibré. Reconnais les difficultés, puis demande-toi « Sur quel aspect de cette situation puis-je agir ? Qu'est-ce qui, malgré tout, mérite ma gratitude ?» Cette approche préserve ton énergie pour ce qui compte vraiment. Quand tu te surprends à ruminer du négatif, utilise cette technique des anciens philosophes. Imagine que tu observes ta vie de très haut, comme une montagne domine la plaine. Les problèmes qui paraissaient énormes reprennent alors leur juste proportion. Souvent, tu réaliseras que 90% de tes soucis ne méritaient pas toute cette attention. Cette pratique change progressivement ton cerveau. Les neurosciences le confirment. Plus tu portes attention au positif, plus tu crées de connexions neuronales pour le remarquer. Les stoïciens l'avaient deviné il y a 2000 ans. Ton esprit se muscle comme ton corps, et c'est toi qui choisis l'entraînement. Les autres remarqueront ce changement en toi. Une personne qui trouve des lueurs dans l'obscurité devient un rocher pour son entourage. Sans nier les difficultés, tu offriras cette force rare, la capacité de garder espoir et clairvoyance quand tout semble perdu. C'est peut-être le plus beau cadeau du stoïcisme appliqué. Bien sûr, certains jours seront plus durs. Quand tu n'arrives à voir aucune lumière, contente-toi de cette pensée. Cette épreuve aussi passera. Les stoïciens appelaient cela la perspective cosmique. Savoir que tout est temporaire, les joies comme les peines. Cette conscience t'évite de t'engluer dans le moment présent difficile. Commence aujourd'hui. Au milieu d'une contrariété, pose-toi cette question stoïcienne. Quel est le petit cadeau caché dans cette situation ? Peut-être une leçon, une rencontre inattendue, ou simplement l'occasion de pratiquer ta patience. Avec le temps, tu développeras ce super pouvoir, transformer mentalement les pierres en chemin en marche vers ta croissance. La gratitude est l'outil secret des stoïciens pour recentrer sur le positif. Pas besoin d'attendre des circonstances parfaites. Trouve chaque jour 5 choses banales à apprécier. L'eau chaude de la douche, un oreiller confortable, le sourire d'un inconnu. Ce rituel simple reprogramme ton cerveau pour qu'il remarque davantage les bonnes choses. Marc Aurèle, empereur aux responsabilités écrasantes, commençait ses journées par ce type de réflexion, prouvant qu'on peut toujours trouver matière à gratitude. Quand une pensée négative t'envahit, pratique le contraste stoïcien. Reconnais le problème, puis trouve immédiatement son contrepoint positif. Mon travail est stressant, mais j'ai la chance d'avoir un emploi. Je me suis disputé avec un ami, mais cela montre que notre relation compte pour moi. Cette technique équilibre ton esprit sans nier la réalité. Les anciens appelaient cela la dialectique. Envisager simultanément les différents aspects d'une situation. Ton environnement influence ton état d'esprit plus que tu ne le crois. Les stoïciens recommandaient de s'entourer de rappels visuels positifs. Une citation inspirante sur ton miroir, une plante sur ton bureau, une photo qui t'émeut. Ces petits ancrages visuels t'aident à revenir au positif quand ton esprit dérive. Pense aussi à nettoyer régulièrement ton espace. Le désordre extérieur nourrit le désordre intérieur. Le langage que tu utilises façonne ta réalité. Remplace « je dois » par « je choisis de », problème par « défi », échec par « leçon ». Les stoïciens étaient maîtres dans l'art de recadrer les situations par les mots. Épictète disait « Ce n'est pas ce qui t'arrive, mais comment tu le nommes qui importe ». Cette discipline verbale crée progressivement un état d'esprit plus constructif. La comparaison est souvent source de négativité. Les stoïciens proposent une alternative.
compare-toi non à ceux qui ont plus, mais à ceux qui ont moins. Cela ne vise pas à minimiser tes peines, mais à rétablir une perspective réaliste. Sénèque écrivait « Personne n'est malheureux sauf par comparaison ». Essaie cet exercice. Liste 3 choses que tu considères comme acquises, mais qui seraient des luxes pour la plupart des humains à travers l'histoire. Le corps influence l'esprit plus qu'on ne l'imagine. Quand le négatif t'envahit, change ta posture physique. Redresse-toi, souris légèrement, respire profondément. Les stoïciens pratiquaient cette union corps-esprit bien avant la science moderne. Une simple marche rapide peut souvent dissiper les pensées sombres, comme si le mouvement physique secouait aussi les idées noires. Les relations sont un terreau fertile pour le positif ou le négatif. Les stoïciens recommandaient de limiter les interactions avec les éternels plaignants et de cultiver celles qui élèvent. Pose-toi cette question. Après avoir parlé avec cette personne, me sens-je mieux ou pire? Protège ton attention comme un jardin précieux. Toutes les influences n'ont pas droit d'y entrer. L'humour est une arme stoïcienne méconnue contre le négatif. Apprends à rire des petites absurdités du quotidien plutôt que de t'en irriter. Marc Aurèle lui-même notait avec amusement les comportements ridicules de la cour impériale. Non pour se moquer, mais pour prendre de la distance. Un esprit qui sait trouver le comique dans l'adversité est un esprit libre. La nature est la meilleure alliée pour retrouver une perspective positive. Les stoïciens vantaient les promenades contemplatives. Observe un arbre qui persiste malgré les tempêtes, un ruisseau qui contourne les obstacles, des fourmis qui reconstruisent inlassablement. Ces leçons de résilience silencieuse valent tous les traités de philosophie. Même en ville, le ciel étoilé ou un rayon de soleil sur un mur peuvent t'ancrer dans une réalité plus vaste que tes soucis. Enfin, souviens-toi que cultiver le positif est un choix actif, pas un hasard. Comme un musicien s'exerce quotidiennement, ton esprit a besoin de répétition pour maîtriser cette compétence. Certains jours seront plus faciles que d'autres. L'important est de persévérer. Sénèque disait « Aucun vent n'est favorable pour celui qui ne sait où il va ». En sachant que tu veux orienter ton esprit vers le constructif, tu trouveras toujours des raisons d'avancer, même dans les défis. Leçon 9. Connexion à la nature comme source d'enseignement. Regarde un arbre en hiver. Ses branches nus semblent mortes, et pourtant la vie circule invisible en lui. La nature nous murmure sans cesse cette leçon d'espérance. Après chaque fin vient un nouveau commencement. Les stoïciens voyaient dans ces cycles naturels un modèle pour accepter nos propres périodes d'hiver intérieur. Rien n'est figé, tout se transforme, et cette impermanence n'est pas à craindre mais à observer avec curiosité. Un ruisseau qui coule nous enseigne l'art de l'adaptation. Quand il rencontre un rocher, il ne s'arrête pas pour protester, il contourne l'obstacle en continuant sa route. Marc Aurèle méditait souvent sur cette fluidité naturelle qui contraste avec notre tendance à nous bloquer sur les difficultés. La nature ne gaspille pas d'énergie à lutter contre ce qui est, elle utilise chaque situation comme matériau pour créer quelque chose de nouveau. Quel soulagement d'adopter cette perspective face aux événements que nous ne pouvons changer. Observez une forêt après un incendie. Les premières pousses vertes apparaissent souvent avant même que les cendres ne soient froides. Cette résilience silencieuse est un cours magistral sur la capacité de renaissance qui sommeille en chacun de nous. Les stoïciens insistaient sur cette idée. Ce n'est pas ce qui nous arrive qui compte, mais comment nous choisissons d'y répondre. Comme ces plantes pionnières qui transforment la catastrophe en opportunité de renouveau. Les montagnes, avec leur immobilité majestueuse, offrent un autre enseignement précieux. Elles subissent les pires tempêtes sans perdre leur essence, tout comme nous pouvons traverser les épreuves sans nous laisser définir par elles. Pourtant, regardez bien, même les montagnes changent, érodées lentement par le temps. Cette double leçon de constance et d'humilité est au cœur du stoïcisme, être ferme dans ses principes tout en acceptant sa propre petitesse dans le grand ordre des choses. Le rythme des saisons nous invite à respecter nos propres cycles énergétiques. L'automne nous montre qu'il est sage de laisser tomber ce qui n'est plus utile, comme les arbres lâchent leurs feuilles. L'hiver enseigne la valeur du repos et de l'introspection. Le printemps célèbre le retour de l'action,
Et l'été rappelle l'importance de profiter des fruits de nos efforts. Une vie équilibrée aussi naturellement entre ces différentes phases, loin de la productivité frénétique que notre société valorise à tort. Regardez comment les animaux vivent pleinement l'instant présent sans s'encombrer de regrets ou d'anxiété. Un oiseau ne se demande pas s'il a mal chanté hier. Une fleur ne s'inquiète pas de faner demain. Cette présence totale à ce qui constitue peut-être le plus précieux enseignement de la nature. Les stoïciens ne prônaient pas l'insouciance, mais cette capacité à concentrer son attention sur l'ici et maintenant, le seul espace où nous pouvons réellement agir. La terre nourrit sans discrimination toutes les formes de vie, belles ou disgracieuses, utiles ou non à nos yeux. Cette générosité sans jugement inspire une forme de compassion stoïcienne. Quand nous nous sentons séparés des autres, une simple promenade dans la nature peut rappeler notre appartenance à un tout plus vaste. Comme les différentes espèces d'un écosystème, nous avons chacun notre place et notre rôle, indépendamment des hiérarchies sociales artificielles. Les tempêtes finissent toujours par passer, les nuages par se dissiper. Cette évidence naturelle devient une puissante métaphore pour traverser les périodes difficiles. Les stoïciens recommandaient de contempler le ciel étoilé pour prendre conscience que nos problèmes, aussi importants nous semble-t-il, sont bien petits à l'échelle de l'univers. Cette perspective ne minimise pas nos souffrances, mais les replace dans un cadre plus large où elles deviennent supportables. Enfin, la nature nous enseigne l'interdépendance. Les arbres communiquent par leurs racines, les pollinisateurs et les fleurs dépendent les uns des autres, les marées répondent à la lune. De même, nos vies sont inextricablement liées à celles des autres et à notre environnement. Le stoïcisme moderne y voit un appel à développer une éthique écologique. Prendre soin de la nature, c'est finalement prendre soin de notre propre humanité. Chaque élément naturel, du grain de sable à la tempête, porte en lui une leçon de sagesse pratique. Il ne s'agit pas de romantiser la nature. Elle peut être cruelle autant que bienveillante, mais d'apprendre à lire en elle comme dans un livre de philosophie vivant. En synchronisant nos rythmes avec les siens, en observant ses stratégies d'adaptation, en acceptant ses lois immuables, nous trouvons un guide précieux pour naviguer dans les flux et reflux de l'existence humaine. Le vol des oiseaux migrateurs nous enseigne l'art du lâcher-prise. Ils se laissent porter par les courants sans résister, tout en gardant clairement leur direction. Les stoïciens voyaient dans cette attitude le parfait équilibre entre acceptation et volonté. Nous pouvons apprendre à distinguer ce qui mérite d'être combattu de ce qui doit être accueilli. Ces créatures parcourent des milliers de kilomètres sans bagages inutiles. Image puissante pour nous inviter à voyager léger dans la vie, libérés du poids de nos attachements superflus. Un champ de blé qui ploie sous le vent montre la force de la flexibilité. Les tiges rigides se brisent, tandis que celles qui savent s'incliner survivent aux tempêtes. Cette souplesse intelligente est au cœur de la résilience stoïcienne. Dans nos vies, les épreuves nous testent rarement sur notre rigidité, mais plutôt sur notre capacité à nous adapter sans perdre notre intégrité. La nature ne connaît pas l'entêtement stupide, seulement l'adaptation constante, leçon précieuse pour nos relations et nos projets. Le phénomène des marées illustre magnifiquement l'alternance nécessaire entre action et retrait. L'eau avance puis recule selon un rythme immuable, sans jamais forcer le mouvement. Appliqué à notre vie intérieure, ce cycle naturel nous rappelle l'importance des périodes de repli après l'engagement. Les stoïciens pratiquaient régulièrement la retraite méditative, non par fuite, mais comme la mer qui se retire pour mieux revenir. Ce balancement harmonieux prévient l'épuisement et renouvelle nos énergies. Les racines d'un arbre travaillent dans l'ombre ce que la cime expose à la lumière. Cette complémentarité enseigne l'importance des fondations invisibles de notre être. Nos valeurs, nos réflexions solitaires, nos pratiques discrètes nourrissent ce qui finit par se manifester au grand jour. La nature ne connaît pas de floraison durable sans enracinement profond. Les exercices spirituels stoïciens jouent précisément ce rôle de système racinaire pour notre caractère. Travail souterrain mais essentiel. Le lichen, cette alliance entre champignons et algues, montre la puissance des collaborations inattendues. Dans la nature comme dans nos vies, les relations symbiotiques créent souvent des solutions ingénieuses aux défis de l'existence.
Les stoïciens encourageaient à voir dans chaque rencontre une opportunité potentielle de croissance mutuelle. Même ce qui semble au premier abord incompatible peut, dans les bonnes conditions, donner naissance à quelque chose de plus résistant et adaptable que ses composants séparés. L'araignée tisse sa toile avec une patience infinie, sachant qu'elle sera peut-être détruite par le vent ou un prédateur. Pourtant, elle recommence inlassablement son ouvrage. Cette persévérance tranquille illustre l'attitude stoïcienne face au revers. Nous sommes appelés à accomplir notre devoir avec constance, non parce que le succès est garanti, mais parce que l'effort lui-même a de la valeur. La nature ne connaît pas le découragement, seulement la répétition patiente des processus vitaux. Les écosystèmes montrent comment chaque élément trouve sa place dans un équilibre dynamique. Rien n'est inutile, même ce qui nous semble laid ou gênant à son rôle. Cette vision peut transformer notre regard sur nos propres imperfections et celles des autres. Le stoïcisme nous invite à accepter notre place dans le grand tout sans orgueil ni fausse modestie. Comme chaque espèce contribue à l'équilibre global, chaque être humain a sa contribution unique à apporter, indépendamment des hiérarchies sociales. Le phénomène des fourmis transportant des charges bien plus lourdes qu'elles révèle la puissance du collectif. Aucune ne pourrait accomplir seule ce que la colonie réalise ensemble. Cette image éclaire la conception stoïcienne de la communauté humaine. Nous sommes faits pour collaborer, comme les membres d'un même corps selon Marc Aurèle. Nos forces individuelles décuplent lorsqu'elles s'organisent vers un but commun, tout en respectant la particularité de chaque contribution. Les cristaux de neige, tous différents mais suivant les mêmes lois physiques, symbolisent l'union de l'unicité et de l'universel. Chaque être humain développe sa personnalité distincte à partir de principes communs. La nature nous montre ainsi que la sagesse n'efface pas notre singularité, mais lui donne au contraire un cadre pour s'épanouir pleinement. Les exercices stoïciens visent précisément à révéler cette alchimie personnelle entre discipline et créativité. Le cycle de l'eau, évaporation, condensation, précipitation, forme une boucle parfaite de transformation et de renouvellement. Ce processus infini nous enseigne que rien ne se perd, tout se transforme. Appliqué à nos vies, cela signifie que nos expériences, même douloureuses, peuvent être distillées en sagesse. Les stoïciens voyaient dans chaque fin le germe d'un nouveau commencement, comme l'hiver porte déjà en lui la promesse du printemps. Cette vision cyclique apaise notre peur du changement et de l'inconnu. Leçon 10. Agir selon ses valeurs malgré les opinions extérieures. Imagine un arbre solide en pleine tempête. Les vents soufflent, les branches des arbres alentour plient dans tous les sens, mais lui reste ferme. Pourquoi ? Parce que ses racines sont profondes. Nous sommes comme cet arbre, nos valeurs sont nos racines. Plus elles sont ancrées, moins les opinions changeantes des autres peuvent nous déstabiliser. Le stoïcisme nous enseigne que l'approbation des autres est aussi fiable que le vent. Elle vient et repart sans avertissement. Marc Aurèle, l'empereur philosophe, écrivait dans ses pensées « Je n'ai pas à me soucier de ce que les autres pensent de moi, je n'ai qu'à me soucier de ce que je pense de moi-même. » Une phrase simple, mais d'une puissance incroyable. Combien de fois as-tu modifié ton comportement, tes choix, ou même tes paroles simplement par peur du jugement? Les stoïciens appellent cela l'esclavage de l'opinion publique. Et la seule façon d'en sortir, c'est de décider que ton estime de toi ne dépend plus des autres. Bien sûr, cela ne signifie pas devenir arrogant ou mépriser les avis extérieurs. Le stoïcisme prône l'humilité, pas l'entêtement. Écouter les conseils est sage, mais les suivre aveuglément est une erreur. Demande-toi toujours, cette personne parle-t-elle avec sagesse ou simplement selon ses propres peurs et préjugés? Beaucoup de critiques ne viennent pas d'un vrai souci pour toi, mais des insécurités de ceux qui les expriment. Un exercice puissant pour développer cette force intérieure, écris tes valeurs fondamentales. Qu'est-ce qui compte vraiment pour toi? L'honnêteté? Le courage? La compassion? Une fois que tu as cette liste, utilise-la comme boussole. Avant de prendre une décision, demande-toi, est-ce en accord avec mes principes? Si la réponse est oui, alors peu importe ce que les autres en diront. Tu agis en cohérence avec toi-même, et cela,
personne ne peut te le prendre. Les moqueries et les critiques font mal, c'est normal. Mais les stoïciens proposent une perspective libératrice. Ce qui te blesse, ce n'est pas la critique, mais ton interprétation de la critique. En d'autres termes, si quelqu'un te traite de naïf parce que tu choisis la gentillesse, est-ce vraiment une insulte? Ou est-ce le reflet de leur propre cynisme? Quand tu comprends que les jugements des autres en disent plus sur eux que sur toi, tu reprends ton pouvoir. La société nous pousse sans cesse à nous conformer, à suivre les modes, à adopter les opinions dominantes, à chercher la validation. Mais regarde bien, ceux qui suivent le troupeau finissent là où va le troupeau, pas nécessairement là où eux veulent aller. Le stoïcisme, au contraire, célèbre l'individu qui pense par lui-même. Pas pour se rebeller sans raison, mais pour vivre une vie qui lui ressemble vraiment. Pratiquer cette authenticité demande du courage, surtout au début. Tu pourras te sentir seul parfois ou incompris. Mais avec le temps, quelque chose d'extraordinaire se produit. Tu attires les bonnes personnes. Ceux qui t'apprécient pour qui tu es, pas pour qui tu prétends être. Et ces relations-là sont bien plus solides que celles basées sur le masque social. Un piège à éviter, confondre être fidèle à ses valeurs avec avoir toujours raison. Les stoïciens étaient profondément autocritiques. Si plusieurs personnes te font un retour similaire, prends le temps de l'examiner. Peut-être y a-t-il une part de vérité à intégrer? La force morale ne consiste pas à rejeter toute critique, mais à discerner celle qui t'aide à grandir de celle qui ne sert qu'à te rabaisser. Au final, vivre selon ses principes est un acte de liberté radicale. Comme le disait Épictète, personne ne peut te blesser sans ton consentement. Quand tu arrêtes de chercher l'approbation, tu deviens invulnérable aux caprices de l'opinion publique. Tu peux alors marcher droit, guidé par ta propre lumière. Et cela, c'est la vraie définition du succès pour un stoïcien. La pression sociale agit comme un courant marin invisible. On ne la remarque que quand on essaie de nager à contre-courant. Les stoïciens proposent une stratégie. Distinguer clairement ce qui dépend de nous, nos choix, nos valeurs, et ce qui n'en dépend pas, les réactions des autres. Cette frontière mentale devient alors une zone de liberté intérieure. Tu peux respecter les lois sociales sans pour autant laisser les conventions vides dicter ta vie. Les réseaux sociaux ont amplifié ce besoin maladif d'approbation extérieure. Chaque like devient une mini-validation, chaque absence de réaction une petite blessure. Pour cultiver ton indépendance stoïcienne, fais régulièrement des « jeûnes de validation ». Poste quelque chose d'authentique sans chercher les réactions, ou mieux, passe une journée sans partager ta vie. Redécouvre le plaisir d'agir pour toi, pas pour le regard des autres. Quand tu hésites à agir selon tes valeurs par peur du jugement, pose-toi cette question stoïcienne. Dans 10 ans, est-ce que cette opinion aura encore de l'importance? La plupart du temps, tu réaliseras que les critiques qui te paralysent aujourd'hui seront complètement oubliées demain. Par contre, le regret d'avoir trahi tes principes, lui, peut durer toute une vie. Les grands modèles stoïciens, Socrate refusant de fuir sa condamnation, Caton restant fidèle à ses idéaux politiques, nous montrent une vérité cruciale. Être intègre a un prix, mais ne pas l'être en coûte bien plus. Leur force ne venait pas de l'absence de peur, mais de la décision que leurs principes valaient plus que leur confort ou même leur vie. Nous n'avons pas à imiter leurs sacrifices extrêmes, mais à nous inspirer de leur cohérence. Un exercice puissant. Écris la nécrologie que tu aimerais vraiment mériter. Non pas celle pleine de succès superficiels qu'on écrirait pour te flatter, mais celle qui décrirait ta vie selon tes valeurs profondes. Garde ce texte précieusement et relis-le chaque fois que tu te surprends à agir principalement pour impressionner les autres. C'est un rappel brutal, mais nécessaire de ce qui compte vraiment. L'authenticité stoïcienne n'est pas une excuse pour être brutal. On peut être fidèle à ses valeurs tout en restant bienveillant. Par exemple, si tu dois refuser une invitation, tu peux le faire avec fermeté, ce n'est pas en accord avec mes principes, mais sans mépris, contrairement à toi qui as tort. La vraie force morale n'a pas besoin d'écraser les autres pour s'affirmer, elle brille par sa constance tranquille. Quand tu subis des critiques injustes, imagine que tu es une montagne et les mots des autres sont des nuages qui passent. La montagne ne se débat pas avec les nuages,
Ne leur crie pas après. Elle reste simplement elle-même, immuable. Cette visualisation stoïcienne t'aide à recevoir les jugements sans les laisser t'atteindre au cœur. Après tout, comme le disait Marc Aurèle, le bruit des autres n'a de pouvoir que celui que tu lui donnes. Attention à ne pas tomber dans le piège inverse. Rejeter toute opinion extérieure sous prétexte de rester fidèle à soi-même. La sagesse stoïcienne consiste à écouter avec ouverture, évaluer avec discernement, puis choisir en conscience. Parfois, une critique pertinente peut t'aider à mieux aligner tes actions avec tes valeurs. La différence cruciale, tu changes parce que tu l'as décidé, pas parce que tu as peur du rejet. Les enfants sont d'excellents modèles d'authenticité avant que la société ne leur apprenne à se conformer. Observe comme un petit enfant dit non sans culpabilité quand quelque chose ne lui convient pas, ou exprime sa joie sans retenue. Nous devrions retrouver cette spontanéité, non dans l'immaturité, mais dans le courage de montrer qui nous sommes vraiment. Les stoïciens voyaient dans cette authenticité une forme de pureté morale. En fin de compte, personne ne peut te forcer à trahir tes valeurs, sauf toi-même. Chaque fois que tu choisis l'intégrité malgré la pression extérieure, tu renforces ton muscle moral. Et comme tout muscle, plus tu l'entraînes, plus il devient fort. Un jour, tu réaliseras avec surprise que la peur du jugement a perdu son emprise sur toi. Tu agiras selon ta boussole intérieure, naturellement, et cette liberté-là vaudra tous les sacrifices qu'elle a demandés.